Rima Hassan prise par la patrouille. Alors pour le coup, c'est le cas de le dire, c'est même pas une expression imagée. Lors d'une convocation judiciaire pour apologie du terrorisme suite à une publication sur Twitter de Rima Hassan. Elle avait été écoutée par les forces de l'ordre et son sac a été fouillé. Elle a été placée en garde à vue et après il y a eu tout un processus où les forces de l'ordre ont commencé à dire elle est en garde à vue pour apologie du terrorisme, puis après elle a de la drogue sur elle, puis après elle a de la drogue de synthèse sur elle, puis après il y a des choses qui sont sorties comme quoi elle avait du cannabis, des choses comme ça, il y a des choses qui sont sorties comme quoi elle était positive à la drogue. On va parler de tout ça parce que nous, avec Chris, on trouve que la drogue c'est très mal, d'autant plus chez une femme arabe, c'est quand même très 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 mal Oh là. là là. Et donc du coup, on va devoir en parler. Chris, comment ça va? Eh ben ça va mieux que Rima, a priori, hein. L'acharnement est quand même assez ouf, quoi. Et là, il s'intensifie et c'est vraiment ciblé sur elle, quoi. Elle a une cible dans le dos, quoi. Elle ne peut rien faire. Dès qu'elle tweet, dès qu'elle fait un truc border, elle va se faire attraper. Je sais pas combien de fois elle est allée en convocation judiciaire. Là, elle va passer en justice normalement au mois de juillet. Bah, c'est vraiment un harcèlement. Nous, on a parlé souvent, tu sais, de lawfare. Là, on était un peu dans une procédure de lawfare, on va le détailler et tout. Mais vraiment, là, c'est assez systématique. Et Rima Hassan est au croisement de tout ce que détestent les gens les plus conservateurs et dont les gens les sionistes font partie. C'est la France insoumise, le mouvement pro-palestinien, le droit international. Tu vois, vraiment, elle incarne ça. En plus, elle est femme, En plus, elle est un musulmane. peu troll, un peu, Tu tu vois vois, ce que je un veux peu dire? C'est polémiste. vraiment la femme à abattre pour mettre un coup de pression à toutes les branches que je viens d'énumérer. Donc, soutien, force absolue à Rima, qui est une belle personne en plus que tu as rencontrée. Parce que toi, Ouais, voilà. j'avais eu l'occasion de faire un épisode sur ma chaîne personnelle de Dans les pas 2 avec Rima au Parlement européen. C'était super intéressant et justement, on avait pu revenir sur tout son parcours, un parcours assez admirable et un combat de longue date. On critique parfois les opportunistes, les gens où tu as l'impression qu'ils arrivent Mm. prendre une place en politique. Elle, c'est presque l'inverse. Tu as l'impression que la politique s'impose à elle parce qu'elle a un parcours avec un vrai engagement et qu'à la fin, pour faire entendre son engagement, être député européen lui permettait d'avoir une fenêtre. Mais c'est l'inverse de ce qu'on voit habituellement, notamment au Parti socialiste, chez Europe Écologie Les Verts, même au PCF, et même sûrement aussi dans la France Insoumise d'ailleurs, mais de gens qui peuvent avoir un profil plus à vouloir briguer un poste, un mandat, s'attacher à leur poste. Quand je dis à la France Insoumise, on pourrait prendre par exemple des gens comme Raquel Garrido, bon, qui sont plus à la France Insoumise, mais qui je pense étaient attachés à leur poste, tu vois, et j'imagine qu'il y en a d'autres même qui restent encore là-bas, tu vois. Mais comme dans tous les partis en soi, il y en a quand même sûrement moins parce que la gamelle est moins grosse à la France Insoumise que dans la Macronie ou que aux Républicains, par exemple. Mais quand même, c'est quelque chose qui est assez agaçant d'un point de vue extérieur quand on est militant, de voir qu'il y a des gens qui se rincent comme ça sur des combats militants. Et Rima, c'est l'inverse de ça. Rima, c'est vraiment une figure d'un combat qui est extrêmement dur, qui est peut-être le combat le plus diabolisé en France. Hein, le combat pour la Ah bah oui, Palestine, hein. c'est un combat qui vous coûte très cher, avec des lois, on va revenir là-dessus, des lois d'exception comme la loi Yadan, que le gouvernement essaie de faire passer pour faire taire toute opposition au génocide en cours à Gaza et puis même en Cisjordanie et puis même on peut dire au Liban, enfin voilà, toutes les personnes qui s'opposent concrètement à Israël et c'est pour ça que Rima prend aussi cher et qu'elle est victime de l'affaire. C'est étonnant parce que Fabien Roussel n'est pas victime de l'affaire comme ça, je sais pas pourquoi. Hein. C'est comme s'il servait plus la cause de nos adversaires que notre cause. C'est ça. Tu refais bien de le redire sur le lawfare. En plus, on a ces stratégies-là. Allez voir ce documentaire, je crois qu'il est en ligne. Le lawfare, le cas Mélenchon. C'est très intéressant. Et donc, pour revenir, oui, à ce qu'on disait, il y a vraiment, ouais, cette tentative. Là, on est dedans parce que c'est vraiment une instrumentalisation. On va le voir, là, ça tweetait en direct live du Comico, là. Tu vois, c'est... Ouais. Enfin, Bah, j'aimerais bien juste revenir d'abord là-dessus parce qu'il y vas-y, a des gens vas-y. qui savent peut-être pas ce que c'est le lawfare. Le lawfare, alors il y a un très bon article de l'Insoumission aussi à regarder. C'est cette espèce de fusion entre des flics véreux qui détestent la gauche, parfois des gens dans l'appareil juridique qui vont instruire des plaintes où il y a rien mais qui vont faire semblant qu'il y a un dossier, des choses comme ça, qui vont faire fuiter dans la presse. Et puis la presse va faire le rouleau compresseur médiatique, dire bah c'est bizarre, il y a des plaintes. Par exemple, on a vu ça avec Shikirou. Tu as eu une plainte au final qui s'est finie, je ne sais même pas s'il y a eu une plainte, mais voilà, qui s'est finie à l'amiable entre Shikirou et le média il y a 8 ans pour une facture. Chacun disait que l'autre devait payer ou je sais pas quoi. Au final, ils se sont serrés la main et ils ont fait moite-moite ou j'en sais rien, tu vois. Mais en tout cas, à la fin, il n'y avait plus de plainte. Mais 2 mois avant les élections, tu as l'appareil juridique qui se met en marche et l'appareil médiatique qui se met en marche avec Chikirou, peut-être que c'est une escroc, tu sais, qui insinue des choses avec du conditionnel et des trucs comme ça. Et
C'est comme ça qu'on fait baisser et qu'on met une mauvaise image dans des mouvements de gauche radicale dans la population et qu'on les fait baisser du coup dans les sondages et qu'on les fait baisser aussi Ouais. Concrètement. Alors ça peut aussi avoir On l'effet les inverse salit, quoi. quand la diabolisation est trop grosse, mais on a vu ça notamment avec Podemos en Espagne qui a beaucoup subi ça, et puis surtout en Amérique du Sud avec des cas comme Lula, comme Morales. Michel Bachelet l'a vécu, Correa l'a vécu. Enfin, c'est vraiment une technique, justement, des forces politiques, judiciaires et médiatiques. Quand c'est privatisé dans les mondes libéraux, le policier et le juridique et le médiatique jouent un rôle très important là-dedans, se coordonnent parce que c'est des actes de résistance de la bourgeoisie. Vous savez, les petits médias indépendants, les grèves, voilà, c'est des endroits de résistance du salariat généralisé, quoi, du prolétariat, du monde des masses, quoi, voilà. Eux, ils ont ces institutions-là. Et si on n'y fait pas gaffe, quand on prend le pouvoir, elles résistent, quoi. Et elles résistent justement en utilisant leurs moyens, c'est-à-dire leur capacité de salir des gens via la presse, en répétant des choses très vite, très fort, et lancer des procédures judiciaires, même en sachant que c'est faux, même s'il n'y a rien. Parce que de toute façon, si vous faites 3 mois de procès à quelqu'un, et que pendant les 3 mois, vous avez tous les médias qui en parlent, et puis quand l'acquittement il arrive, il y a juste une note de bas de page, tu vois, dans un journal, les gens ils retiennent quoi que vous étiez en procès, quoi, voilà. Et donc Il disait ça même avec la Corée du Nord, tu sais. Ouais, Il disait oui, Kim Jong-un a tué je sais pas qui, machin. Puis après, en pleine nuit, il disait que c'était faux. Tu sais, mais en fait, quand t'as passé aux 20h un truc et qu'en pleine nuit, après, tu dis non, en fait, c'est pas vrai, tu vois, c'est ça, personne le voit, quoi. Donc, c'est vraiment gênant, quoi. exactement. Et j'ai envie de mettre en parallèle d'ailleurs cette histoire avec ce qui se passe actuellement autour d'Édouard Philippe. Édouard Philippe qui a une procédure ouverte pour prise illégale d'intérêt, pour des potentiels, moi je ne sais pas, des potentielles magouilles financières. Ouais. On n'entend pas parler assez à la télé, ça fait pas des gros titres tout le temps parce que c'est un candidat du bloc bourgeois. Par contre, Rima Hassan qui arrive au commissariat, d'un coup, déjà on sait qu'elle est au commissariat. Apologie du terrorisme, donc on dit ça, donc tu as l'impression qu'elle est déjà condamnée, tout ça. Puis on sait en plus que apologie du terrorisme en France, c'est déjà quelque chose qui est très critiquable parce que ça permet de condamner à la fois des gens qui feraient l'apologie, je sais pas, de Mohamed Merah et des gens qui sont pro-palestiniens et qui sont pour la résistance armée, par exemple. Et de dire c'est exactement pareil, un gars qui va aller assassiner des enfants juifs dans une école sans aucune raison, tu vois, enfin juste par antisémitisme, et puis des gens qui vont prendre les armes pour résister face à l'occupation israélienne, tu vois, de dire que c'est la même chose et que les deux c'est de l'apologie du terrorisme, tu vois. Donc il y a vraiment ce truc-là qui crée un flou. Et puis une fois qu'elle est là, on commence à entendre parler qu'elle aurait de la drogue dans son sac, donc c'est un peu bizarre. Alors qu'elle est en live, c'est ça la folie déjà aussi. Alors qu'elle est encore en garde à vue. Genre, ça sort. Donc elle ne peut pas répondre, elle est en garde à vue, elle peut pas répondre, et pendant ce temps-là, ça dit ça. Et puis ça finit par dire qu'elle a du cannabis et de la drogue de synthèse. En fait, elle arrive, elle vient nous dire, en fait, j'avais du CBD. Tu vois. Entre-temps, en plus ça, je l'avais pré-shot, Chris peut le dire, Ouais, il y avait marqué, oui, elle a un test positif à une drogue. Mais en fait, quand tu prends du CBD, t'es positif au THC, donc au cannabis, parce qu'il y a une très faible dose de THC dans le CBD qui est jamais 100% pure. Et donc, du coup, Rima a du CBD sur elle, elle est positive au THC comme toutes les personnes qui prennent du CBD. Et eux, ils font fuiter dans la presse, alors via les pires réseaux, via Caroline Fourès, des gens comme ça, tu vois, que elle serait positive et elle est en garde à vue, elle peut rien faire, quoi. Enfin, le truc hallucinant, et ça tourne en boucle sur BFM TV. Ils ont reçu des députés du RN pour dire regardez Andy Carbrat, machin. Enfin, le cas Andy Carbrat, on peut en parler aussi, on en a déjà parlé d'ailleurs, mais ça n'a rien à voir, je veux dire, là, ça n'a rien à voir. Le cas Andy Carbrat, c'est quelque chose avec quelqu'un qui a vraiment dit qu'il avait aussi un problème d'addiction à des produits, avec un vrai discours par rapport à ça. Là, Rima Hassan, on n'est pas du tout là-dedans. C'est quelqu'un qui nous dit, moi j'ai du CBD à titre médical, tu vois, parce que j'en sais rien, peut-être qu'elle a des douleurs, peut-être qu'elle a de l'anxiété, j'en sais rien. Enfin, elle a quand t'es Rima Hassan, t'as peut-être un peu d'anxiété, quoi. Tu vois, oui, après, je sais pas trop qui prescrit du CBD pour l'anxiété en tant que psychiatre. Mais voilà. Je suis pas persuadé que ce soit la meilleure indication au monde. En général, les gens ils prennent ça soit pour des sevrages au cannabis, soit pour parfois pour le sommeil. Je sais pas encore une fois si ça marche. Alors, c'est quelque chose où on connaît assez peu de choses sur le CBD. C'est souvent les gens te disent un peu ce qu'ils ressentent eux, et selon ce qu'ils te disent, si t'as quelqu'un qui vient me voir et qui me dit je prends du CBD, ça m'aide à dormir, je lui dis c'est très bien. Si quelqu'un vient me voir et me dit je prends du CBD, ça m'aide pas à dormir, tu vois, c'est son ressenti, et puis voilà, tu lui dis peut-être qu'il faut tester autre chose, ou voilà. Au passage, on a déjà parlé de drogue, de stupéfiants sur la chaîne dans une interview assez longue avec Dr Zoé et Dr Zoé Dubus, qui est historienne des psychoactifs et qui vient justement nous expliquer ce que c'est un psychoactif, ce que c'est une drogue, des solutions pour essayer justement de ne pas être dans une sorte d'interdiction, de prohibition,
qui créent parfois des drames. Hein. On sait très bien ce que ça crée, notamment aux États-Unis, mais même en France, qui créent aussi des problématiques de réseau, parfois parallèles, avec du chantage, avec parfois des véritables drames humains, quoi. On prenait, nous, un service public de la drogue avec Zoé Dubus et Dr Zoé, donc je vous invite à aller voir ça si ça vous intéresse comme sujet. Et puis on va partir peut-être dans la capsule, je sais pas si ça te dit, Chris. Ouais, une grosse intro, mais... Une intro dans les normes, moyenne basse. Nous, on fait les plus grandes intros. Mais non, mais on y va, faut parler du récit parce que c'est vraiment une fabrication, un montage, comme on dit, proche du lawfare, et donc faut être vigilant vis-à-vis de ça. Il va y en avoir d'autres. Voilà. Bah, déjà, la première chose qu'on devrait dire, c'est pourquoi est-ce qu'elle était là et pourquoi est-ce que c'est un peu bizarre que ce soit Rima Hassan qui soit là-bas. Parce que parfois, on se retrouve à devoir justifier des choses. Par exemple, on va prendre le procès actuel de Maduro. Le procès actuel de Maduro n'est pas censé être légal. C'est-à-dire que la justice états-unienne n'a pas à faire un procès à Maduro. S'il y a un procès à faire à Maduro, c'est par exemple la Cour pénale internationale ou des instances internationales qui le font, mais c'est absolument pas un juge à Brooklyn avec les lois des États-Unis, alors que le mec est président du Venezuela et n'est pas citoyen américain, et donc ce procès ne devrait pas avoir lieu. Donc, en plus de ça, les accusations sont pipées, mais il n'y a même pas à répondre aux accusations. C'est-à-dire que si vous commencez à répondre aux accusations, vous tombez déjà dans le piège. La première chose à dire, c'est qu'il ne devrait pas y avoir de procès. C'est exactement pareil avec Rima Hassan. Rima Hassan, elle a une immunité parlementaire, elle n'est pas censée être amenée à devoir pointer au commissariat dès qu'elle fait un tweet, en fait. Elle est même pas censée devoir se justifier de ça, tu vois. Et parce qu'il y a des lois, et parce qu'il y a du lawfare, et parce que c'est Rima Hassan de la France Insoumise, militante, antisioniste, en plus de ça, femme arabe, enfin tout ce que tu veux, elle est convoquée à tout va pour des tweets, quoi. Donc ça, c'est vraiment la première chose à dire. Elle ne devrait pas être là. C'est déjà la première chose. Elle ne devrait pas être là. Il n'y a aucune raison qu'elle soit là. Et on doit dénoncer le fait même qu'elle soit là, indépendamment de savoir si son tweet, il est ou pas condamnable, machin, tu vois. Complètement d'accord. Donc maintenant qu'on a mis un peu de contexte, on va partir sur le tweet de Rima. Rima qui nous explique quelques éléments importants avant la conférence de presse de 17h. C'est toutes les procédures pour lesquelles j'ai été auditionné jusqu'à présent en audition libre qui ont été classées sans suite. 13 sur 16 au total, en grande majorité des plaintes déposées par le lobby pro-israélien en France, ciblant mes opinions politiques sur le génocide à Gaza, la Palestine, plainte de Bellamy classée, appel au soulèvement à Sciences Po classé, légitimité de la lutte armée à Gaza et sur l'action du Hamas classée et toutes les autres qui s'y assimilent, 13 sur 16. Déjà, rien que là-dessus, on peut s'arrêter. Ça va faire 2 ans et demi, déjà 16 plaintes. C'est presque une tous les 2 mois non-stop, quoi. C'est vraiment là un acharnement judiciaire, quoi. C'est vraiment pour en plus la même chose. Tu crois que c'est fini, il y a un sans suite et ensuite on te remet la même chose. Donc déjà c'est pour la salir en permanence, pour ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Et c'est aussi quelque part, ça coûte de l'argent en fait les procédures, tu vois, de se défendre et tout. C'est aussi un moyen d'attaquer, c'est bien matériel, quoi. Enfin c'est vraiment une violence de l'appareil institutionnel judiciaire qui est utilisé au profit de lobbies, elle le dit, de lobbies sionistes, mais vraiment les pires lobbies, on reviendra à la fin là-dessus. Non, moi je pense que c'est antisémite de le dire, mais... De quoi? Non, mais je plaisante. Je crois que ça fait 10 fois que je te troll comme ça, à chaque fois tu es là, quoi? Alors, je réponds. C'est intéressant ce que tu fais, parce qu'effectivement, je viens d'une génération où on a passé notre temps à devoir s'excuser de pas être antisémite, mais non, on n'a rien à voir quand on est vraiment. Et c'est le fond du fond de la loi Yadan, de tout ça, de assimiler antisionisme et antisémitisme pour justement mettre la pression sur les militants, de leur faire peser cette logique d'antisémitisme. Et ça marche. Ça a marché très longtemps. Je suis très content aujourd'hui que ça marche de moins en moins. Force à des camarades, tu sais, de Tzedek par exemple, voilà, qui eux arrivent à tenir, mais leurs ancêtres avant l'UJFP arrivaient aussi à tenir. C'est très très dur. Tu vois, on est presque obligé de se ranger derrière eux. Merci à eux d'exister. Mais tu sais, c'est presque du tokenisme. Ah, mais non, regardez, des juifs le disent aussi, donc ça veut dire que, tu vois. Mais vraiment, c'est une violence. Mais ils se font traiter de faux juifs après. C'est ça, mais c'est vraiment le fond de l'affaire. Juste, t'as des antisémites qui sont pas antisionistes en plus. Hein. En France, il y en a plein, hein, et notamment au Rassemblement National. Hein, parce qu'ils se disent, ouais, bon, il faut quand même du bon boulot avec les Arabes, donc voilà. Et t'as beaucoup, et je te dis, on verra ensuite, il y a une capsule de Glupatate, on pourra la mettre à la fin, parce que ça, je sais pas si tu l'as vu passer, qui est très intéressant. Et il y a aussi beaucoup de gens qui sont sionistes et qui sont pas juifs.
Tu vois, c'est aussi oui. le Parti socialiste, par exemple. Quand on dit que c'est le Parti sioniste, c'est vraiment le fond du fond. Donc, ce que tu viens de faire là, c'est intéressant parce que c'est aussi un des dispositifs fondamentaux de faire taire le mouvement palestinien en l'accusant d'antisémitisme. Donc non, n'ayez pas peur de vous faire traiter d'antisémite, c'est faux, c'est un moyen de pression comme un autre, et ce que subit Rima Hassan en fait partie. Voilà. Et puis tu vois, autant Fogg, lui, il tient des listes des juifs en France, tu vois. J'aimerais pas être juif à Roubaix, quoi. Les juifs qui vivent là-bas, après tout ce qu'il a dit, oui, elle est très faible, il y a une cinquantaine de familles. Ouais, c'est ça. Mais la réalité, c'est qu'il y a plein de gens qui luttent contre des sionistes et qui savent pas s'ils sont juifs ou pas. Moi, j'ai appris, je pense, il y a 1 an et demi, en faisant des capsules, que Raphaël Enthoven était juif, par exemple. Mais comment est-ce que je suis censé ça ? Je tiens pas une liste de savoir qui est juif ou pas, tu vois. Ouais. Et en fait, ces gens-là, dès que tu critiques un gars qui est sioniste, s'il est juif, c'est pas ce qu'il est juif, tu vois. Bah, Ouais, c'est ça. non, parce que tu critiquerais aussi des gens qui sont Fourest, elle est pas juive, je crois pas, tu vois. Et elle est sioniste à gogo, et c'est le même problème, tu vois. C'est ça. Je te dis, Emmanuel Grégoire, signataire de la loi Yadan, qui était soi-disant le moins pire, etc. Enfin, c'est des gens autour de lui et tout, ils sont des sionistes acharnés, des gens qui sont pour réprimer la résistance palestinienne. C'est des gens en plein génocide. Le jour de la reconnaissance de l'État palestinien, ils ont mis le drapeau israélien sur la Tour Eiffel. C'était trop pour eux de ne mettre que le drapeau palestinien. Voilà. Des gens nous ont fait croire que ces types-là Le drapeau étaient... palestinien antisémite. Ouais, et était moins pire que Rachida Dati. Mais vraiment, il faut se rendre compte de la folie, quoi. Ouais, non, mais en plus, quand tu vois le truc avec c'est se plaindre, en fait, le problème aussi, c'est que c'est fait pour te dégoûter et c'est fait pour t'empêcher aussi de faire autre chose parce que tu passes ta vie au tribunal, tu passes ta vie dans des gardes à vue. C'est fatigant, les gens se rendent pas compte, mais la vie de Rima Hassan, elle est fatigante, quoi. C'est-à-dire que tu peux pas faire certaines choses qui seraient nécessaires, parfois même de se poser, tu vois. Nous, on le dit souvent, mais il y a un truc qui est important, c'est la théorie politique, tu vois. C'est aussi important, tu vois. Moi, je sais pas comment Rima Hassan, si elle a le temps de lire un bouquin, tu vois. Quand t'es députée européenne, machin, tu fais 30 000 conférences et tout. Le problème, c'est qu'à un moment donné, est-ce que tu as ce temps parfois pour prendre recul ? Aujourd'hui, je pense qu'elle aimerait bien, mais je pense que malheureusement, elle n'a pas le temps, tu vois. Et ça, c'est un vrai problème, et c'est fait aussi pour que ce soit comme ça, tu vois, pour te mettre la tête dans le guidon sur des conneries, sur un tweet que tu as fait il y a 3 mois ou un retweet que tu as fait, tu vois. C'est pour ça qu'il faut lui donner de la force, il faut la soutenir. On fait cette capsule aussi pour ça. Il faut rien lâcher parce que justement, sinon, ça crée du découragement. Donc, tous les gens qui vont ne pas l'aider, là, il y a toute une partie de la gauche qui n'a rien dit, hein, sur le comportement de la police, des médias, sur ce qu'elle venait de subir. C'est très grave. C'est vraiment une ligne de démarcation entre les gens qui soutiennent réellement et concrètement la résistance palestinienne et justement le fait que cet État existe et que les lobbies qui veulent le génocider reculent et les gens qui s'y soumettent, quoi. Ouais. Sur les 3 procédures restantes encore ouvertes, celle d'hier sur la citation de Kozo Okamoto qui donnera lieu à une audience le 7 juillet, c'est pas son temps de dire ça. Et les 2 auditions de ce matin sur le one by one de l'article faisant référence aux activités du Hamas contre les milices affiliées à l'État islamique soutenu et financé par Israël à Gaza. Plainte là aussi déposée par l'organisation juive européenne, OJE, et l'organisation juive française, OJF, puis une plainte déposée par le collectif d'extrême droite Némésis pour un post en collab d'un collectif étudiant qui, dans sa publication, a relayé un tag ciblant Némésis. Post qui était supprimé par ce même collectif étudiant le jour même à ma demande. Déjà là, tu te rends compte, tu vois, qu'il y a même des plaintes pour des posts collab qu'elle n'a même pas écrits, tu vois, qui sont faites par quelqu'un d'autre, où dedans il y a un tag qui cible, enfin... Je veux dire, c'est vraiment des billards à 3 bandes, tu vois, c'est n'importe quoi. C'est machin connaît machin, qui a dit que machin, et à la fin, c'est elle qui est responsable, tu vois. C'est vraiment du harcèlement judiciaire, hein. C'est la définition du faire. Hein. C'est la première étape, parce que tu peux avoir le harcèlement judiciaire sans les techniques de manipulation médiatique qui vont vraiment créer la logique du lawfare, tu vois. Là, c'est la première truc, c'est le harcèlement judiciaire. Et on va le voir dans la suite de son tweet, tu vas voir, là, on va tomber dans le lawfare, quoi. Enfin, sur la question de la drogue, j'avais sur moi du CBD hier en me rendant à ma garde à vue, utilisé à des fins médicales. Sur les 2 CBD que j'avais, l'un d'eux a été testé conforme à ce qui se vend légalement et le deuxième, selon les enquêteurs, contenait des traces de drogue de synthèse qui ont été ajoutées à la résine de CBD. J'ai fait savoir où j'avais acheté légalement ce CBD. Des vérifications sont simplement en cours sur l'origine de ce CBD pour corroborer mes déclarations. J'ai aussi effectué un test urinaire qui a confirmé la seule présence de traces faibles de THC due à la consommation de CBD, ce qui a été confirmé par le médecin. Toutes les informations qui font référence à la détention de drogue sont fausses et ont été sciemment relayées dans le seul but de me nuire dans le cadre des procédures dont j'ai fait l'objet et je me réserve la possibilité d'engager des poursuites en ce sens. Merci
pour tous les mots de soutien et de solidarité. Ça, c'est très intéressant, je trouve, sur le CBD, parce que tu vois, en fait, que la réalité, c'est que je pense qu'ils ont utilisé le fait qu'elle était en garde à vue, donc qu'elle pouvait pas réagir, et que même ses assistants parlementaires, c'est compliqué pour eux de réagir, ceux qui tiennent le compte, tous les trucs comme ça, parce que t'es là, tu sais pas ce qui s'est passé, tu sais pas ce qu'elle avait sur elle, t'as marqué, elle a de la drogue et tout, toi t'es là, t'es son assistant, tu sais pas ce qui se passe, en fait, tu vois. C'est ça. Donc tu peux pas réagir, et donc c'est comme ça qu'ils font toute une journée sur Rima Hassan, et puis après ils en parlent plus trop, les gens ils retiennent Rima Hassan, elle est droguée, machin, plus des drogues de synthèse, et ça veut tout et rien dire, hein. Enfin je veux dire, tu peux synthétiser des trucs de ouf, tu peux synthétiser, je sais pas, elle aurait pu avoir du méthylphénidate sur elle, ou un truc pour un truc de la tension, et ils auraient dit des drogues de synthèse, des amphétamines, machin, enfin encore une fois c'est du vocabulaire qui est fait pour faire croire que c'était un truc de ouf, tu vois. C'est ça qui est intéressant dans le dispositif de l'OFER, c'est aussi que tu dis pas un truc faux, mais tu dis un truc tellement opaque, large et confus que ça peut tout et rien dire, tu vois. Et du coup, comme tu as orienté le truc, quand tu dis machin est trouvé avec une drogue de synthèse dans son sac, bah c'est forcément pas un truc prescrit par des pharmaciens, c'est forcément un truc que t'es acheté à un dealer, tu vois. Et après, tu fais le pont avec tout ce qu'on raconte. Ah, mais après, du coup, elle est allée se fournir à Saint-Denis, chez Bali Bagayoko, qui est lui-même élu par des dealers non mais tu vois ce que je veux dire, narcotrafiquants, qui font venir de la drogue de Colombie parce qu'ils sont proches de Maduro, tu vois. Tu peux faire des délires comme ça sur ces news H24, quoi, tu vois. Et vraiment, c'est créer une ambiance comme ça, et la folie. En plus, j'aime bien le truc, dans la tête des gens, de synthèse, c'est un truc de ouf, mais il y a des trucs de synthèse qui sont... Je veux dire, de la poudre d'opium, c'est plus ou moins naturel, tu vois, ça peut être beaucoup plus addictogène que certains médicaments de synthèse, tu vois. Enfin, on s'en fout que ce soit de synthèse, tu vois, ça veut rien dire. C'est comme l'huile de synthèse, tu sais, genre que tu mets dans ta bagnole, quoi, tu vois, non, mais c'est n'importe quoi. En plus, j'ai envie de dire, quand tu as un harcèlement comme ça, tu vois, elle aurait une consommation récréative de stupéfiants, bon... Voilà, je veux dire, ce serait. Il y a des gens, je pense, à l'Assemblée nationale qui consomment de l'alcool sur leur temps libre. Bon, après, bon, ça aurait été quand même assez bête de l'emmener dans son sac le jour de. Non, mais elle aurait. C'est ça qui aurait été con, tu vois. Mais en soi, qu'elle consomme du cannabis ou de l'alcool sur son temps libre, je veux dire, ça aurait pas été un truc incroyable. Je pense qu'il y a 20-30% des Français qui font ça, voire même beaucoup plus, tu vois. Je pense que si elle avait soufflé et qu'elle était à 0,2, ce qui est le taux légal, hein, tu vois, il y aurait quand même eu un filtre du Comico à Alerte Info et à Fourest pour dire elle avait 0,2 grammes d'alcool, ce qui prouve que c'est une mauvaise musulmane ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, genre vraiment, c'est ça. C'est un délire absolu, quoi. En plus, il y a toujours ce truc et qu'on dit dans la vidéo sur le service public de la drogue avec Dr Zoé Dubus et Dr Zoé, c'est de considérer que toute consommation est en soi mauvaise. C'est un truc un peu puritain. La réalité, c'est comment est-ce que tu consommes. Pour quelle raison? Est-ce que tu maîtrises ta consommation? Est-ce qu'elle est délétère pour toi, pour ta santé, pour ton entourage? Enfin, c'est ça qui est important. Tu peux avoir des gens qui consomment par exemple du cannabis et qui contrôlent leur consommation, qui prennent, je sais pas, un joint de temps en temps en sachant ce qu'ils font, sans mettre en danger personne, par plaisir, en sachant que c'est pas forcément très bon pour la santé, mais voilà, comme on pourrait faire d'ailleurs quand on mange du sucre, du gras, des choses comme ça, on sait que c'est pas forcément bon pour notre santé, mais on le fait par plaisir. Tu dis ça pour moi, hein, c'est ça. Ouais, exactement. Et puis au contraire, tu as des gens qui consomment des choses qui sont tout à fait légales, par exemple de l'alcool, ou par exemple du protoxyde d'azote, même si le protoxyde d'azote commence à y avoir des décrets ou des choses comme ça, mais des choses qui sont tout à fait légales, mais qu'ils le font en se mettant en mettant en danger leur santé, en perdant le contrôle sur leur consommation, c'est-à-dire qu'ils deviennent dépendants de la substance. Là, bizarrement, tu vas pas avoir des grands papiers dans la presse pour taper sur tel droitard qui a bu 3 bouteilles de Bordeaux, tu vois. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on voit dans ce truc de CBD, drogue de synthèse. C'est un peu l'image aussi de une arabe, des trucs de dealer, un peu, on sait pas trop ce que c'est, alors que si ça se trouve, Gérard Larcher, il picole un peu, tu vois. Et là, on dira jamais rien, tu vois. J'irais pas parier sur ça, mais... mais non, mais tu vois, c'est aussi effectivement toute cette technique dans le Lofer, c'est aussi bien choisir tous les archétypes et les stéréotypes qu'on va attacher aux personnes, et donc bien choisir les causes. Ça va être la corruption pour certaines personnes, ça va être les prises illégales d'intérêt, les mouvements financiers occultes. Et là, Rima, qui est arabe, qui est pro-palestinienne, on l'assimile aux arabes, délinquants, etc. Enfin, vraiment, tu as toute la pourriture là qui va du PS jusqu'à l'extrême droite, quoi. Ouais, je voulais juste vous montrer avec qui Rima live pour répondre. Chris découvre ça en live en même temps que vous, donc elle a choisi d'intervenir avec son avocat et avec Paul Vanier.
Moi, ça me tue quand il y a un truc chaud. Tu peux Bon mettre choix. Paul Vanier dans la place, tu sais, qui tremble pas trop et puis, Bon choix. puis qui fait le job, tu vois. Bon choix. Moi, je le trouve de mieux en mieux d'ailleurs. Enfin, on le voit de plus en plus en même temps à la télé, dans des interviews. Il avait fait notamment pas mal de taf pendant l'affaire Betaram. Je trouve qu'il est assez clair. Il a pas le même style que Bompard. Moins un style il de a un- debunk, mais plus un style. Ça se voit qu'il est prof aussi un peu, tu vois. Il est très clair, je trouve. Il a un style proche de Katniss, tu sais, à parler Un peu plus comme ça, ouais. de manière très claire, ce qu'on a vu. Tu vois, il parle comme ça, Paul. Voilà, il articule bien et il dit Oui, il les fait plus choses. le prof. Il est rassurant. Il dit c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors que Ce Bompard qu'on- prend des coups et vient debunk et plus dans une Et- défense, dans une contre-attaque un peu, tu vois. Il est nonchalant, alors que Paul, il va articuler, il va dire ce qu'on voit là, c'est n'importe quoi, c'est vraiment. Tu vois, et donc il a une façon de parler. Mais on se connaît. Moi, j'aime bien, moi. Ouais, voilà, et c'est pas mal. Et Paul, il fait un vrai gros travail sur l'école. On a dit qu'on faudrait qu'on parle de ça, mais c'est quelqu'un qui travaille beaucoup à l'Assemblée nationale pour ça, qui a fait une commission là-dessus. Il y avait eu un cache investigation sur justement l'argent public qui va à des écoles privées, qui est délirant. Et Paul a vraiment beaucoup travaillé là-dessus. Donc oui, très bon choix pour porter l'offensive d'aller avec Paul, quoi. La sur image est trop bien. Même l'avocat, il regarde. C'est c'est pas l'avocat en fait. Ok. Dis-moi, je suis venu pour rien, moi. On a un tweet de Stefano Palombarini, notre camarade, qui nous dit violation de l'immunité d'une députée de gauche, accusation à tort d'être droguée par les médias à laquelle on veut faire payer le soutien à la Palestine. LFI, NPA, l'après RP, LO ont réagi. Fort, Tondelier, Ruffin, Roussel, pas un mot. Voilà les frontières de la gauche. Alors il ment. Tondelier a réagi. Elle a dit que c'était excessif les réactions qu'il y avait sur Rima Hassan. C'est-à-dire qu'elle, elle condamne pas le fait qu'il y ait vraiment une procédure, mais elle trouve que la procédure est excessive. Et elle dit donc soutien à Rima Hassan, tu vois. Mais c'est vraiment le truc de. Comme Roussel avait fait avec le camarade Jean-Paul Velasco, il avait dit je suis pas d'accord avec ce qu'il dit sur la Palestine, mais je le soutiens. C'est ça. Ouais, bah, d'accord, C'est merci. On n'en veut pas des soutiens comme ça en fait. C'est ça. On les a déjà vus avec Maduro. Les gens qui disent blablabla, mais non, ça marche pas ça. Voilà. Donc, je trouve très intéressant ce qui se passe là, parce que on voit effectivement les frontières de la gauche. Là, on voit une gauche qui va se féliciter que ces levées d'immunité, ce lawfare, cette violence s'abatte sur, comme je l'ai dit, au croisement du mouvement palestinien, dont ils en ont rien à foutre, voire même ils sont très pro-israéliens, mais aussi voilà, que ça peut se répercuter sur la France insoumise, qui va devenir leur concurrent et donc ennemi principal dans les mois qui viennent. Et ça, il va falloir s'en rappeler et pas oublier. C'est des moments très très importants. En plus, c'est intéressant parce que ce que dit Stefano, là, on voit qu'il cite Chloé Ridel, qui utilise les mêmes éléments de langage que Tondelier, là, c'est-à-dire de nous dire c'est disproportionné, tout l'inverse de ce que tu as bien dit en introduction, Padu, c'était comme si c'était légitime. C'est légitime, mais disproportionné. Et ça, je sais pas si tu te rappelles, mais le disproportionné, c'est toujours la façon des sionistes de gauche de se faire passer pour critique de l'État israélien. C'est toujours de dire ils ont le droit de résister, ils ont le droit d'intervenir, ils ont le droit de bombarder, mais ce serait disproportionné. Il faudrait qu'ils bombardent un peu moins vite, un peu moins fort, enfin on sait pas quoi, avec des bombes un peu moins grosses. Et c'est toujours un petit peu tendancieux. C'est toujours pour pouvoir apparaître de gauche en étant critique d'Israël, mais tout en légitimant Israël. Enfin, c'est vraiment les pires techniques de soutien israélien de la gauche, avec qui il faut en finir définitivement. Et ça, Chloé Ridel, je me rappelle, toi et Zoé, vous aviez fait une capsule sur elle qui était à Backseat. Elle a fait partie des gens qui ont le plus bégayé. Elle a refusé de parler de génocide, etc. Enfin, vraiment, elle fait partie de la dynastie de Glucksmann, Delga et compagnie. Hein. Toute cette gauche-là, Glupatat a fait un short là-dessus. Personne à la direction du Parti socialiste n'a été ambigu vis-à-vis du gouvernement israélien et de ses actions. Est-ce qu'il faut interdire toutes les manifestations pro-palestiniennes en France ? Oui, tout à fait. Ce sont des étudiants pro-palestiniens qui occupent une partie du campus. On a un problème. La direction de Sciences Po a le droit de décider d'évacuer. Tout à l'heure, proposition de résolution à l'Assemblée où les collègues LFI, écolos et communistes appellent à lancer un mandat d'arrêt contre Netanyahou. Les socialistes n'ont pas signé cette proposition de résolution et heureusement. Il y a vraiment toute une emprise du sionisme sur la gauche et de l'influence pro-israélienne, anti-palestinienne dans la gauche avec qui il faut rompre définitivement. Et cette rupture qui est en train de se créer, cette vague de rupture qui est en train de monter, ce soutien à Rima Hassan, ce soutien à la Palestine qu'on voit depuis des mois, il va être empêché. Et c'est là qu'on va voir justement la fameuse loi Yadan, parce que c'est une loi justement de réaction à une dynamique pro-palestinienne qui, je pense, dépasse même les militants de gauche ou comme on dit d'extrême gauche. Je pense qu'elle est au cœur
même de la majorité des Français. Moi, je pense vraiment que Mélenchon, sa position face à Israël, son refus du génocide, son refus de ce qui s'est passé depuis le 7 octobre peut le faire gagner. Je pense que la majorité du peuple français voit qu'il se passe un génocide sous les yeux face à une nation qu'on ne peut pas critiquer, à qui on ne peut rien dire, qui est encore en train d'attaquer un pays voisin, le Liban aujourd'hui, par pur opportunisme et qui se comporte comme 100 fois pire qu'à qui on a reproché la Russie, etc. et d'autres pays, et qui ne subit aucune sanction. Je rappelle même qu'Israël a dit ces derniers temps qu'ils arrêtaient de se fournir en armes en France. La France a dit depuis tout le temps qu'ils n'envoyaient pas d'armes à Israël. Israël a mis la France dans la merde en disant « on arrête de se fournir en armes chez vous ». Elle vient de dévoiler que la France fournissait encore des armes à Israël. Vraiment, c'est une honte. C'est exactement comme si la France avait donné des armes à Poutine pour qu'il attaque l'Ukraine. Enfin, c'est vraiment hallucinant, quoi. Sur ce, on conclut. Signez la pétition parce que c'est vraiment une façon d'empêcher la critique de l'État génocidaire sioniste, d'assimiler toute critique antisioniste à de l'antisémitisme. C'est vraiment une loi de répression comme il y en a eu beaucoup dans ce pays depuis très longtemps. Michel Alliot-Marie, déjà sous Chirac, faisait des lois pour interdire BDS, le boycott des investissements sanctions. Donc on vous met le lien de la pétition. Signez-la, faut la faire monter, faut qu'elle aille jusqu'à 500 000, c'est très très important. Cette loi ne doit pas passer, elle devait passer le 2 avril, elle sera plutôt dans la semaine du 16 avril, mais il ne faut absolument pas que cette loi passe. C'est une loi en plus ultra liberticide contre le plus grand crime contre l'humanité probablement du 21e siècle. On est face à l'histoire, les gens sont conscients de ce qui se passe et l'histoire jugera tous ceux qui ont tenu et tous ceux qui ont baissé les yeux et qui se sont salis et corrompus et déshonorés face à un crime absolu que vit le peuple palestinien depuis octobre 2023. Donc force à vous. Sur ce, continuez de nous soutenir, allez regarder les chaînes sur On ne veut plus, il y a plein de contenu qui va arriver, tenez-vous au courant, il va y avoir des nouvelles campagnes avec le militantisme On ne veut plus, on va faire des nouvelles choses, plein de nouvelles surprises. C'est pour ça, si vous voulez nous soutenir en attendant qu'on puisse vraiment organiser le réseau militant associatif de La Brèche, n'hésitez pas à mettre un don permanent sur le Tipeee, une pré-cotisation, voilà. Et sur ce, on vous dit à plus.